Merci beaucoup donc, de m'avoir sollicité, alors moi et à travers moi l'équipe toulousaine, pour discuter de ce sujet effectivement assez vaste. Voilà. Donc bon, pas de lien d'intérêt avec ce dont je vais vous parler, vous allez voir. Donc au début je me suis dit, c'est tellement vaste qu'en fait je vais faire une diapo et on va discuter pendant 20 minutes. Vous voyez. Donc il est encore temps de m'arrêter, si vous voulez. Bon, je me suis dit quand même on allait faire un petit peu plus. Et donc là, deux choses. Je m'excuse d'avance pour les physiologistes très aguerris, parce que dès qu'on simplifie, on falsifie. Et je m'excuse aussi pour ceux qui ont zéro base en physiologie, parce qu'il y a des mots un petit peu compliqués. Voilà. Et alors, deux remarques par rapport donc, à Guillaume Millet, qui vous a montré une diapo. Il a dit ça, c'est super compliqué, je passe. Il a réussi à l'esquiver. Là, on ne va pas l'esquiver, on va y aller en plein dedans. Nous, ça va être que ça. Ça va être que la diapo compliquée dont je vais vous parler. Et voilà. Et puis Laurence Kern, qui juste avant a dit qu'il faut éviter d'avoir une vision trop simpliste. C'est vrai, parce qu'au final, si vous vous contentez de cette diapo qui vous paraît super logique, toutes les flèches sont fausses. D'accord ? Vous pouvez toutes les barrer, les effacer. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ce que ça en a l'air. C'est ce que je vais essayer de vous montrer, de vous faire toucher du doigt. Donc en pratique, on va parler du système neuromusculaire. On va aller de haut en bas, donc vraiment du cerveau jusqu'aux muscles. Donc c'est assez vaste. J'aime bien cette illustration puisque déjà, on ne va pas parler que du cerveau. Souvent, quand on parle motricité, on pense au cerveau uniquement. Même si on parle de lésion du système nerveux central, je vous rappelle, le système nerveux central, il y a l'encéphale et la moelle spinale. Voilà. Et on ne va pas parler que d'anatomie, puisque ça, en fait, c'est une planche très anatomique, à part ici un peu de physiologie. On va parler de physiologie. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire, il y a plein de choses, mais à quoi ça sert ? Comment ça travaille ensemble, tout ça. Et donc, on va parler de physiologie, mais on va rester beaucoup plus, finalement, sur l'étage médulaire et périphérique que encéphalique. Alors, pour commencer, je crois qu'il faut mettre en place quelques concepts qui sont assez basiques, mais revenir dessus, ça va nous permettre de bien fixer les choses. On va parler déjà de force. Donc, on va parler d'un muscle qui produit une force. Alors, souvent, quand on a fait des études de physiologie, on a été un peu traumatisé. Moi, en tout cas, je l'étais par le myographe. Vous voyez, ce truc infernal où on met une fibre musculaire ou un muscle, on tire dessus comme ça, et à partir de ça, on fait des courbes de tension, longueur, vitesse, etc. Ça, c'est un myographe. Ça, c'est ex vivo. D'accord ? Ça, en fait, ce n'est pas très intégratif. Nous, en réalité, quand on travaille sur un être humain, on mesure avec un dynamomètre ou des systèmes plus simples des moments de force. Voilà. Donc déjà, quand on parle de force, on va parler de force, moment de force, mais en réalité, on parle de moment de force, c'est vraiment ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire une force qui est produite autour d'une articulation pour bouger. Puisqu'il y a déjà l'idée que produire de la force, ça sert à bouger. Et ça sert à bouger, donc le bouger, c'est l'inverse d'isométrique, c'est anisométrique, on bouge en concentrique ou en concentrique, mais certainement pas en isotonique, comme on le voit souvent dans les dispositifs expérimentaux. Deuxième chose, le but c'est de bouger, donc on va analyser le mouvement, et c'est souvent une variable comportementale qui nous intéresse. Donc ça, effectivement, on observe comment ça bouge avec divers systèmes, peu importe. On fait des jolies courbes pour étudier la marche, le mouvement du membre supérieur, voilà. Le lien entre force et mouvement, il n'est pas si évident que ça, vous allez voir. Enfin, on va parler de muscle, c'est lui qui est censé produire la force pour bouger, donc comment est-ce qu'on va pouvoir caractériser son comportement en dehors de mesurer la force directement? On va pouvoir étudier les activations, enfin les courants électriques générés par les dépolarisations au niveau du complexe neuromusculaire en périphérie, avec de l'EMG, EMG dynamique, parce qu'on peut aussi faire cet EMG au cours du mouvement, et donc on obtient des signaux comme ça, qui nous permettent de voir si le muscle s'active ou pas. C'est très qualitatif. Difficile d'extrapoler la force développée à partir de ces courbes-là. C'est très compliqué, ça demande des procédures assez sophistiquées, donc globalement, il faut retenir que c'est compliqué d'établir ce lien-là. Et puis, on peut faire des courbes comme ça, où on regarde le niveau d'activation d'un muscle par rapport au maximum qu'on a pu enregistrer, et on peut comparer deux populations, par exemple. Donc ça commence à devenir intéressant. Donc au final, on a vu qu'il y avait des forces qu'on pouvait mesurer, des muscles qui sont censés produire des forces ou des moments de force, et on peut caractériser l'activité des muscles par de l'EMG. Ici, vous avez un modèle très simple, un coude qui fléchit et qui étend. Donc vous avez un muscle triceps qui est extenseur du coude et un muscle biceps qui est fléchisseur. Ce n'est pas le seul, mais peu importe. Quand on veut, par exemple, étendre le coude, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer le triceps brachial qui va être le muscle agoniste qui produit le mouvement.
Et si j'étends le coude comme ça, cool, sans résistance, je vais peut-être activer mon triceps avec 10% de la force maximale que je peux produire. Et de manière physiologique, mes muscles antagonistes, donc le biceps, en réalité, il ne va pas être totalement éteint. Il va s'activer un tout petit peu pour contrôler le mouvement. Ça sert à protéger l'articulation, à bien contrôler le mouvement. C'est ce qu'on appelle la coactivation agoniste-antagoniste qui est physiologique. Donc ici, j'ai généré une force pour faire un déplacement. Qu'est-ce qui se passe si je fais le même mouvement? Par exemple, ici, imaginons que j'ai étendu mon coude de 20 degrés. Je peux tout à fait étendre mon coude de 20 degrés, mais en activant mes muscles bien différemment. Je peux être ici à 60% de ma force maximale volontaire, ici à 30%. Pourtant, le mouvement produit sera identique. C'est là que je vais vous faire comprendre que le mouvement, ça dépend de l'équilibre des forces autour d'une articulation. Donc, c'est pas parce que si on ne bouge pas, ce n'est pas forcément parce qu'on n'a pas de force. C'est peut-être qu'il y a trop de force. Voilà. Donc là, vous comprenez que ce n'est pas si simple, finalement, et qu'il va falloir aller un petit peu plus loin. Donc en pratique, on va resituer quelques acteurs indispensables dans cette histoire-là. Donc on va être très périphérique ici. Bon, les fibres musculaires et squelettiques, on ne va pas détailler exactement comment ça fonctionne, mais elles sont connectées avec un motoneurone au niveau d'une jonction neuromusculaire, et le motoneurone va donc transmettre une excitation à la fibre musculaire et squelettique pour qu'elle se contracte. Vous savez qu'un motoneurone est connecté à plusieurs centaines de fibres musculaires et squelettiques, ce qui définit l'unité motrice. C'est-à-dire, un motoneurone active un minimum de fibres musculaires, c'est l'unité motrice, c'est la plus petite unité qu'on peut activer. Voilà, donc c'est l'unité fonctionnelle, l'unité motrice. Il y a plusieurs unités motrices dans un muscle qui sont entrelacées pour avoir une contraction harmonieuse. Ces unités motrices, il y en a de plusieurs types. Et il y a également des motoneurones de plusieurs types. Il y a des petites unités motrices et des grandes unités motrices. Avec en background des caractéristiques biochimiques des fibres musculaires un petit peu différentes. On en distingue schématiquement 3 qui n'ont pas tout à fait le même métabolisme, avec des fibres oxydatives qui fonctionnent pendant longtemps, qui sont très peu fatigables, et des fibres plutôt glycolytiques qui sont plus grosses, innervées par des gros motoneurones, qui produisent plus de force mais qui sont fatigables. Donc on a les 1, les 2A, les 2X, et tout ça dans le même muscle, et tout ça entrelacé. Avec des muscles qui sont plus oxydatifs, c'est plutôt des muscles qui ont des contractions soutenues, des muscles posturaux par exemple, et des muscles qui sont plus glycolytiques, explosifs pour le mouvement. Donc, chaque unité motrice a les caractéristiques de son motoneurone et du type de fibre dont elle est constituée. Et les fibres, les grosses fibres, elles sont vite fatigables, mais elles produisent plus de force. Et donc ici, vous avez un exemple, quand on fait une secousse musculaire de la force développée, on voit que les fibres lentes, elles produisent moins de force. Ça dure un petit peu plus longtemps, mais surtout, ça peut rester contracté longtemps sans se fatiguer. Donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, dans un muscle, il n'y a pas que du muscle. D'accord? Donc là, comme je suis du sud-ouest, si vous n'aviez pas remarqué, j'ai mis le label, comme ça c'est estampillé sud-ouest. Voilà, donc dans un muscle comme ça, une tranche de jambon, vous voyez bien qu'il n'y a pas que du muscle, sinon ça ne serait pas bon d'ailleurs. Donc tout ce qui est blanc, là, c'est du tissu conjonctif et graisseux, un petit peu évidemment. Si on revient sur notre anatomie, notre histologie, c'est hyper important cette notion-là, parce que la force qui est produite par un muscle, elle peut être active et passive. Et il y a donc le tissu conjonctif passif qui va contribuer à produire de la force, ou en tout cas résister. La résistance, c'est une force. Donc tout ça a été modélisé, donc on a un modèle assez classique de Hill, revu par Shorten, avec dans un muscle 3 composantes. Il y a une composante contractile, évidemment, c'est le CC, c'est la fibre qui se contracte, d'accord, c'est la partie active, le développement d'une tension active, et une composante élastique passive qui est soit branchée en série, donc c'est par exemple les tendons, et une composante élastique parallèle, c'est par exemple toutes les aponevroses intra- et périmusculaires. Et tout ce tissu conjonctif va contribuer à définir ce qu'on appelle la raideur musculaire. D'accord, c'est une notion qui est reliée à la compliance, autrement dit, la facilité avec laquelle on peut étirer un muscle qui est relâché sur le plan des fibres musculaires. Et là, je montre cette courbe, une courbe très physiologique qu'on retrouve dans tous les cours. Quand vous étudiez ici la tension développée par un muscle en fonction de sa longueur, il y a une longueur de fonctionnement optimale, qui est la longueur physiologique. Il y a une position préférentielle pour chaque articulation où les muscles sont à leur avantage. À cette longueur physiologique, c'est la longueur avec laquelle la tension active développée est la plus importante, parce que c'est la meilleure imbrication des pores actine-myosine. Mais il y a également une tension passive qui, elle, augmente assez proportionnellement à l'étirement du muscle.
D'accord ? Et puis si je prends un muscle et que je tire trop fort, au moment il casse. Et donc la tension totale développée par le muscle, c'est la somme de l'actif plus le passif. Donc cette fameuse composante contractile plus le tissu conjonctif. En général, qu'est-ce qui se passe quand il y a une pathologie du système nerveux ? Ben, les courbes elles font comme ça. C'est-à-dire qu'on a la partie active qui a tendance à diminuer, parce qu'on peut moins solliciter notre tissu musculaire, mais par contre la partie passive a tendance à augmenter. Ce qui fait que la tension totale n'est pas forcément moindre. Alors, comment ça se passe maintenant pour produire de la force ? Il y a plusieurs mécanismes. Alors évidemment, c'est assez schématique. J'en ai identifié 3, comme vous pouvez le voir, 1, 1, 2. Donc globalement, il y a des aspects qui vont concerner les fibres musculaires striées squelettiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recruter les unités motrices, parce que les unités motrices, il y en a plein dans un muscle. On peut en recruter 1, 2, 3, 4, 5, des centaines. Et on va pouvoir recruter plus ou moins fort chaque unité motrice. Donc ça, c'est le recrutement spatial dans le muscle, et ça, c'est le recrutement temporel. Le tir à la corde, c'est un bon exemple, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs personnes qui tirent à la corde, et puis on peut leur faire tirer à la corde plus ou moins fort, chacun individuellement. C'est exactement ces deux composantes-là qui vont permettre de moduler la partie active de production de force. Et après, il y a toujours cette composante passive qui est toujours là, quoi qu'on fasse, qui est particulièrement intéressante dans des modalités de contraction excentrique, c'est-à-dire quand le muscle résiste à un étirement, et puis également en fonction de son degré d'étirement. Un muscle qui est étiré, la composante passive va jouer un rôle plus important. Alors je vais redétailler un peu ces deux parties-là, mais juste avant, je dis un petit mot sur cette notion de le muscle qui peut se raccourcir ou s'étirer. Quand il se raccourcit, on parle de contraction concentrique. Je regarde mes muscles fléchisseurs du coude. Quand il s'allonge, c'est une contraction excentrique. À chaque fois, on a la composante passive et la composante neurale, qui est la composante active. Généralement, quand on fait une contraction excentrique, c'est-à-dire que le muscle se contracte en s'allongeant, il freine le mouvement. Et c'est un mode qui est beaucoup plus économique, entre guillemets, que le concentrique, puisqu'il y a besoin de moins d'activation du muscle pour produire autant de force. C'est ce qui est illustré sur ce schéma. On voit qu'ici, on a moins d'activation EMG qu'ici en concentrique, et que ça aille lentement ou vite. Et puis ici, on voit sur ce schéma, l'excentrique, c'est ce qui est en bas, qui a besoin de moins d'impulsion sur les motoneurones qu'en concentrique. Donc globalement, l'excentrique, c'est un mode de contraction qui est très écolo, c'est hyper à la mode, il ne consomme pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs un mode de contraction qui est très utilisé physiologiquement. Dans la marche, vous avez beaucoup de muscles qui fonctionnent comme ça. Alors maintenant, on va revenir à notre tir à la corde. Il y a deux manières de faire plus de force. Soit on met plus de personnes pour tirer, c'est-à-dire on augmente le nombre d'unités motrices, soit on fait tirer plus fort chaque personne. Donc, quand on veut recruter plus d'unités motrices, il y a un principe qui a été décrit un certain nombre d'années par Henneman et des collègues, c'est le principe de taille. C'est-à-dire que les unités motrices, il y en a qui ont une taille plus ou moins grosse. Alors, en fait, ce n'est pas elles qui sont plus ou moins grosses, c'est le motoneurone qui est plus ou moins gros et les fibres. Donc, on parle de grosses et de petites unités motrices, indépendamment du nombre de fibres. Et physiologiquement, il y a un ordre d'activation physiologique, c'est-à-dire on active d'abord celles qui ne sont pas très costauds, mais très résistantes à la fatigue, puis celles qui sont un peu plus costauds, mais un peu moins résistantes, et puis en dernier, celles qui sont très costauds, mais pas résistantes du tout. Et comme dans la vie de tous les jours, on fait dans 80% du temps avec les membres sup et 50% avec les membres M des activités qui nécessitent une faible force musculaire, ben voilà, tout ce temps-là, finalement, on est d'abord sur ces unités motrices-là. Donc ça tombe bien, comme on passe beaucoup de temps, on n'est pas fatigué. Donc ça, c'est vraiment un principe physiologique qui a été expliqué. Puis en plus, il y a un autre principe, c'est-à-dire que les unités motrices, elles se relaient entre elles. Ce n'est pas toujours la même qui bosse. Il y en a qui s'allument, il y en a qui s'éteignent en permanence pour éviter de se fatiguer, puisqu'on a parlé de fatigue juste avant. Alors, une petite remarque sur la stimulation électrique fonctionnelle, qui est un paradigme qui est souvent utilisé en rééducation expérimentalement. La caractéristique de cette technique pour stimuler un muscle et faire qu'il se contracte, c'est d'aller stimuler le tissu nerveux dans le muscle. Et quand on fait une stimulation électrique fonctionnelle, généralement, on va stimuler à l'envers de la physiologie. On va d'abord activer les fibres très fatigables, mais comme elles sont plus grosses, ces fibres musculaires, elles sont plus facilement excitables, et donc c'est les premières à être dépolarisées. Donc déjà, c'est une constatation, ça peut amener à des débats, on est anti-physiologie quand on fait du renforcement uniquement avec de l'électrostimulation. Si je continue sur ma démonstration, comment on fait pour produire de la force? On a dit qu'on pouvait recruter plusieurs unités motrices. Maintenant, chaque unité motrice, on peut l'activer plus ou moins fort. Ça, c'est ce qu'on appelle le codage en fréquence, c'est-à-dire que le motoneurone
va envoyer des potentiels d'action sur son axone qui vont faire relais avec le muscle et générer des potentiels musculaires qui vont générer la contraction. Si on dépolarise, c'est-à-dire si on génère peu de potentiels d'action sur le motoneurone, on aura une ou deux secousses musculaires, et plus on augmente la fréquence des potentiels d'action, plus l'unité motrice dont les fibres musculaires vont se contracter fort jusqu'à ce qu'on appelle un tétanos, c'est-à-dire la contraction maximale des fibres permanente. Voilà. Donc ça, c'est une modalité d'augmentation de la force qui est complémentaire à l'autre modalité qui est de recruter plein d'unités motrices. Voilà. Sa mise en jeu, le ratio de l'un par rapport à l'autre, ça dépend des situations, etc. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas trop le temps, mais il y a pas mal de littérature sur ça. Ce qui est important, c'est que là, on a un seuil d'augmentation de force qui n'est pas très important. On a plus de marge de progression en recrutant plus d'unités motrices que tout seul. C'est le principe du tir à la corde. Il vaut mieux être 50 pas très costauds que 2 très costauds. D'accord. Alors, au final, augmenter la fréquence des potentiels d'action sur le motoneurone, ça va permettre d'aller exciter plus fort ce motoneurone. Alors, ce motoneurone, parlons-en maintenant. Donc, on peut imaginer qu'un motoneurone, il a un corps cellulaire avec un axone qui va aller stimuler le muscle. Le corps cellulaire, en fait, il est rempli avec les dendrites de synapses qui vont être excitatrices ou inhibitrices. Et en permanence, il y a une synthèse de ces influx qui vont générer ou pas un potentiel d'action. Et ici, c'est vraiment ce qu'on appelle la voie finale de la motricité, c'est-à-dire le motoneurone, il va intégrer tout ce qu'on lui dit et il va produire ou pas un potentiel d'action. Et c'est ce que matérialise ce schéma, où ici, le motoneurone, il est sujet à plein de signaux, excitateurs ou inhibiteurs, en provenance du cerveau, mais pas que. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont des réflexes locaux, la peau, bref. Alors là, il y a un schéma un peu infernal qui aurait beaucoup fait plaisir à mes maîtres, des schémas en fait, de réflexologie médulaire, où on voit que ce pauvre motoneurone alpha, il est vraiment sujet à plein d'actions inhibitrices, excitatrices, et c'est la somme de tout ça qui fait qu'au bout, on a ou pas une contraction du muscle. Donc, il va falloir zoomer encore un petit peu. Donc, maintenant, si on dézoome un petit peu, on va réaliser un mouvement volontaire parce qu'on souhaite réaliser ce mouvement. Et donc, on a une information qui va partir du cerveau, du cortex moteur, et on a une projection entre le cortex et la moelle, ce qu'on appelle le faisceau corticospinal. Alors, dans les livres d'anatomie, on voit deux neurones. Un neurone, deux neurones, faisceau corticospinal, voie motrice, et on n'a toujours que les neurones qui se projettent directement sur le on n'a toujours qu'un neurone qui va du cortex au motoneurone et le motoneurone jusqu'au muscle. C'est-à-dire on a une voie à deux neurones, ce qui n'est vrai ce qui reflète que 10 à 15% de la réalité. En réalité, il y a 85% des fibres où il y a plus de deux neurones. Il y a des interneurones qui sont mis en jeu. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué qu'une voie à deux neurones. J'ai envie d'étendre le bras, j'étends le bras. Voilà. Ça, c'est une vision très réductrice et très simpliste. Et tous ces interneurones, évidemment, vous comprenez bien qu'ici, ils sont là, ce n'est pas pour rien. Ils vont expliquer la pathologie, un certain nombre de choses. Et puis, le motoneurone, il n'est pas excité que par le cortex moteur, il est excité par aussi plein d'autres faisceaux moteurs. C'est ce qu'on appelle les voies médiales de la motricité, qui viennent notamment du tronc cérébral, le faisceau vestibulo-spinaux, réticulo-spinaux, etc., qui jouent un rôle dans le tonus. Et on va voir que c'est assez important de comprendre qu'ils ont une réelle importance en pathologie. Alors maintenant, si on arrive sur la physiopathe, la parésie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir produire de force, finalement c'est ce qui nous paraissait le plus naturel au début, c'est quoi? C'est le fait de ne pas pouvoir recruter volontairement, activer l'unité motrice. Une fois qu'on a dit ça, on est bien, parce que ça veut dire que cliniquement, comment on l'évalue? Est-ce que c'est l'impossibilité de produire un moment de force autour d'une articulation? Autrement dit, si je ne peux pas étendre le coude, est-ce que c'est sûr que c'est mon triceps qui n'est pas costaud? On peut avoir des outils pour s'en approcher, mais c'est quand même difficile à évaluer, parce que ça dépend aussi de ce qui se passe de l'autre côté, si vous avez bien suivi. Est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de mouvement qu'il n'y a pas de force? Surtout pas. Ça, c'est un raccourci qui est trop facile à prendre. Voilà. Donc finalement, j'ai fait un petit résumé ici. Tout ça, là, c'est les raisons qui font qu'on a une parésie. C'est-à-dire, il y a des modifications, il y a des lésions, par exemple, dans le cerveau, qui font qu'il y a certaines zones qui ne vont plus activer mes motoneurones. Il y a une diminution globalement du recrutement temporel. Alors, c'est ce qu'on a parlé. On a parlé de fatigue centrale et périphérique. Ben, c'est exactement ça. C'est la fatigue ou fatigabilité. Je ne connaissais pas la nuance centrale. Hein. C'est-à-dire, c'est l'incapacité à aller envoyer assez d'infos pour que mon motoneurone travaille à fond.
C'est-à-dire que le patient, il essaie, mais il n'arrive pas. Et donc, généralement, chez les patients qui ont un déficit neurologique assez lourd, on a généralement une fatigabilité centrale, c'est-à-dire on n'arrive pas à la fatigabilité périphérique, sauf peut-être au bout d'un certain temps où il y a un déconditionnement. Et, voilà, et puis aussi le fait qu'il y ait une perte des afférences proprioceptives, le côté sensibilité joue un rôle important. Et puis, il y a des modifications très, très périphériques au niveau musculaire. C'est-à-dire que le muscle, quand il ne bouge pas et qu'il reste immobilisé, ben, il se modifie, il s'atrophie, il y a beaucoup plus de tissu conjonctif et graisseux, ce qui augmente sa raideur. Et puis, il y a une modification également, une transformation de la constitution tissulaire avec, généralement, on passe de fibres lentes vers des fibres rapides, ce qui fait que le muscle peut être plus fatigable authentiquement en périphérie. Généralement, on a la fatigabilité périphérique quand on a un bon niveau fonctionnel. Bon, jusqu'à là, vous dites, c'est assez compliqué, mais ça va, je suis. Alors, en pratique, il y a encore un truc, c'est que le motoneurone, ben, ce n'est pas que des connexions synaptiques, je veux bouger, je bouge. Il y a également des récepteurs sur ce motoneurone qui sont des récepteurs métabotropes et qui ont un effet neuromodulateur. C'est-à-dire qu'ils vont permettre d'augmenter ou de diminuer le seuil d'excitabilité du motoneurone. Donc ça, c'est important. Alors, il y a notamment la sérotonine et la noradrénaline qui sont impliquées. Juste une photo pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de synapses, par exemple sérotoninergiques, que de synapses entre le motoneurone et les terminaisons 1A, alors que la terminaison 1A, on en entend beaucoup parler en neurophysio. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est anecdotique. C'est quelque chose, au final, qui est assez facilement explicable en physiologie. Ici, vous avez un schéma du système nerveux végétatif avec le système orthosympathique et la médulo-surrénale. Quand on a un stress, quand on fait de l'activité physique, ben, on va activer le système orthosympathique, puis on va également sécréter adrénaline, noradrénaline. Et ça, en fait, ce n'est pas marqué dans les bouquins, mais ça va aller, en soi, déjà, diminuer le seuil d'excitabilité du motoneurone qui va pouvoir s'activer plus facilement. Il y a pas mal de preuves expérimentales. Quand on met le motoneurone ici sans rien, puis on met un peu de noradrénaline, vous voyez que son excitabilité elle augmente grandement pendant plusieurs minutes. Alors vous me direz, bon, il nous raconte ça, pourquoi? Parce qu'il y a des vrais sujets, notamment chez les patients blessés médulaires. Hein. Vous voyez, il y a des articles assez récents. Est-ce que se provoquer une dysréflexie autonome avant l'effort, c'est du dopage ou pas? Ben ouais, parce que si on se provoque une dysréflexie autonome, on sécrète à fond de la noradrénaline et donc on augmente son niveau d'activation musculaire. D'accord? Il y a des drogues aussi qui font ça. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui est... il y a beaucoup de publications là-dessus. Je ne connaissais pas bien, j'ai creusé ça un peu. Voilà. Donc ça, c'est par le biais des récepteurs métabotropes. Vous voyez, ce n'est pas un système comme on l'a expliqué jusqu'alors. Voilà. Alors, un mot sur le renforcement musculaire. C'est qui le plus fort? Hein? Bon, vous dites de suite, bah, c'est le papa, c'est sûr. Bah, c'est pas sûr. Hein, vous voyez qu'il y a des publics qui vous disent que le volume musculaire n'explique que 60% de la force développée. D'accord? Donc, il n'y a pas que le volume musculaire, il n'y a pas que le facteur hypertrophie des fibres. Voilà. Et ça, c'est très connu. Hein, quand on fait du renforcement musculaire, il y a une composante neurale qui permet d'avoir un gain de force musculaire dès les premières heures, dès les premiers jours, les premières semaines, alors qu'il n'y a pas encore eu de modification ultrastructurale dans le muscle. Ici, ce schéma qui est assez ancien, qui vous montre quand vous vous entraînez, là, c'est les jours, hein, un abscisse. Et là, c'est la force, en fait, c'est l'augmentation de force. Dès les premiers jours, vous avez une augmentation de force, là, c'est les petits points noirs. Et ici, les petits triangles, c'est l'augmentation de la surface du muscle quand on fait une coupe, autrement dit, l'hypertrophie des fibres musculaires. Donc, comment on fait pour gagner de la force? Ben, c'est juste qu'on synchronise mieux les unités motrices. Vous voyez, on passe de plein de gamins qui tirent n'importe comment sur la corde. On leur dit maintenant, vous mettez bien en rang, vous tirez tous en même temps. Hop, je vous donne un rythme, et là déjà, ben, ils augmentent leur efficacité. Avant d'en faire des gaillards comme ça, il faut 2-3 mois. D'accord? Voilà. Donc le renforcement musculaire, ça porte des fruits rapidement par un mécanisme neural et des fruits à plus long terme par un mécanisme de modification plus structurel. Et donc maintenant, j'entame la dernière partie. Donc on a vu qu'on pouvait produire de la force avec plusieurs mécanismes actifs. Soit j'augmente le nombre d'unités motrices, soit j'augmente la fréquence de codage, et puis il y a tout ce qui est passif. Ok, on a vu aussi qu'il y avait, quand je voulais faire un mouvement, une activation de l'agoniste qui fait le mouvement, de l'antagoniste qui résiste. C'est la coactivation physiologique. Quand je relève le pied, ici c'est le tibial antérieur, d'accord, et bien j'ai une contraction physiologique de mon triceps sural qui contrôle le mouvement. Plus je contracte fort en relevant, plus j'ai une co-contraction importante. Ce mécanisme de coactivation, il est géré en grande partie au niveau médulaire par un système d'inhibition réciproque. C'est-à-dire que quand je veux, par exemple ici, étendre mon coude, ben, j'envoie une activation excitatrice sur mon triceps, mais en même temps, j'envoie quelque chose qui inhibe la contraction de mon biceps de manière
indirecte en général. Voilà. Et c'est ces systèmes inhibiteurs souvent qui sont mis en défaut. Et donc là, on rentre dans un cadre assez classique, qui est le cadre de la parésie spastique déformante, qui a bien été standardisé par pas mal d'auteurs. On a déjà parlé de la myopathie spastique, c'est les modifications du muscle, conséquences d'immobilisation. On a parlé de la parésie, et maintenant on est en train de parler d'hyperactivité musculaire. C'est-à-dire c'est un patient qui n'arrive pas à contracter tout seul les muscles, mais il se contracte sans qu'il le veuille. Okay, donc ça produit de la force, mais de manière involontaire et parfois gênante. Et donc ici, quand il y a une lésion du système nerveux central, il y a ce qu'on appelle un défaut de sélectivité motrice et une hypertonie. Alors souvent, on connaît le terme de spasticité, voilà, qui est un terme très général dont on ne va pas du tout parler aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Globalement, ici, on va parler de la cocontraction spastique, c'est-à-dire que ce patient, en réalité, le coude, si on l'étend passivement, il peut étendre complètement. Il est très fort sur le triceps, mais il n'arrive pas à étendre le coude complètement. Pourtant, il est très costaud sur le triceps. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut de relâchement ou une activation anormale ici du biceps. C'est ce qu'on appelle une cocontraction spastique. C'est-à-dire que sans le vouloir, il active trop le muscle qui est censé s'activer un tout petit peu. Et plus on va loin, plus on étend le coude, plus c'est ici, plus il a du mal à recruter son triceps, et plus son biceps s'active de manière anormale. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui est bien connu et qui modifie l'équilibre des forces de part et d'autre de l'articulation, ce qui fait qu'au résultat, j'ai beau produire beaucoup de force, ben je ne bouge pas bien. D'accord? Voilà. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il y a toute cette hypertonie musculaire au cours du mouvement? Il y a plusieurs raisons. Il y a notamment le fait qu'on démasque la mise en jeu d'un certain nombre de circuits musculaires qui sont dédiés au maintien du tonus. Je prends un exemple tout bête que vous comprendrez tous. Quand je suis debout comme ça, ben j'ai mes quadriceps qui sont contractés, hein, sinon je m'effondre. Si maintenant je veux marcher et je veux plier mon genou, il va falloir que je relâche le tonus musculaire de mon quadriceps qui m'empêche de m'effondrer. Et donc, quand je vais dire à mon système, vas-y, avance la jambe, ben, il faut que j'aille inhiber le tonus de ce membre-là. Et donc, il y a tout un tas de systèmes qui sont mis en jeu dans le tronc cérébral, notamment avec la réticulée. Et quand on fait un AVC, eh bien, on inhibe l'inhibiteur, on empêche le système inhibiteur de fonctionner, et on active celui qui est responsable d'une augmentation du tonus, donc le patient. Il est un peu prisonnier de son tonus musculaire. Voilà. Oui. Et donc, au final, il y a également toute une modification ici dans la moelle épinière de tous ces réflexes qui explique qu'on ait également une hypertonie musculaire non désirée. On ne va pas rentrer dans les détails, ça n'a pas d'intérêt. Mais il se passe beaucoup de choses au niveau médulaire. Et au final, c'est ma dernière diapo, qu'est-ce qui limite le mouvement? Parce que c'est un petit peu ça qu'il faut se poser. Est-ce que c'est la parésie pure, c'est-à-dire la perte de force de l'agoniste? Alors oui, bien sûr que ça peut. Dans les déficits périphériques, évidemment, c'est la parésie. Mais dans les atteintes du système nerveux central, il y a très très souvent une résistance au mouvement de l'antagoniste qui est soit passive, parce qu'on a une modification du tissu conjonctif, soit active, parce qu'on a une activation involontaire et non contrôlée. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à produire du mouvement malgré le fait qu'on ait une force suffisante. Et donc, évidemment, après, il faut essayer d'améliorer ça avec différentes modalités thérapeutiques dont on pourra éventuellement discuter tout à l'heure. Voilà. Merci. Merci beaucoup, David.